La première fois que j'ai oublié d'enregistrer, c'était un enregistrement en live avec du public. Et je m'en suis rendu compte au bout de 7 minutes. Et au bout de 7 minutes, évidemment, t'as l'invité qui parle. Et puis moi, j'étais là genre, ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dis devant tout le monde que j'ai oublié d'enregistrer ? Est-ce que j'attends la fin de l'épisode et je dis, bon, est-ce qu'on peut réenregistrer l'intro parce que j'ai oublié ? Et du coup, juste tu cogites. Et puis tu sais plus ce que Et t'as choisi quoi ? Et j'ai rien osé dire. Je l'ai dit à mon invité juste à la fin. Okay. Et j'ai enregistré l'introduction chez moi tout seul dans ma honte. Easy. Personne n'a rien vu. Ouais. Et ça fait une très très bonne introduction parce que c'est la deuxième fois qu'on démarre cet épisode avec Claire Petro. Bienvenue dans The Big Shift, Claire. Merci beaucoup, Xavier. Eh ben, j'ai oublié d'appuyer sur Rec pour la deuxième fois dans The Big Shift. Et ça arrive. Et du coup, on va refaire cette introduction. Claire était hyper engagée. Elle avait déjà sorti des punchlines. C'est vrai. On aura peut-être d'ailleurs une version au moins pour les réseaux sociaux avec la vidéo. Exact. Et puis sinon, vous avez cette V2 de cette introduction. C'est le même parcours, c'est la même personne qu'on a en face de nous. Mais du coup, bienvenue dans The Big Shift, Claire. T'es la fondatrice des Pépites Vertes, oui. Qui est un collectif pour de jeunes engagés dans leur métier pour la transition écologique. Ouais. Et l'idée de cet épisode, c'est parler du monde du travail, de comment est-ce qu'on intègre en fait les problématiques écologiques dans les nouvelles carrières qui se lancent, dans les jeunes quand ils cherchent leur premier emploi ou même leur second emploi, quand il y a une perte de sens, et voir un peu comment toi, est-ce que tu as mis ton parcours à ce service-là. Et puis voir comment tu l'as vécu, parce que tu as eu des moments hauts, des moments bas, des moments un peu plus compliqués dont on va parler. Et c'est un sujet qui me parle beaucoup en ce moment parce que je travaille avec une association qui s'appelle Mouvementé, où on discute de justement comment est-ce qu'on crée un monde du travail plus juste, plus doux, et puis comment est-ce qu'on fait pour faire ces liens entre épuisement des ressources, burn-out de la planète, et puis burn-out des salariés aussi, puisqu'on parle des deux en même temps. Et donc, voilà, cet épisode hyper important, je pense. Et puis, la santé mentale étant grande cause nationale en 2025, je pense que c'est un sujet qui est quand même assez important d'aller traiter. Et donc, pour ça, je te propose de te présenter pour la deuxième fois. Bon courage. Merci. Moi, je suis Claire Petro. Claire l'Éclair sur les réseaux sociaux. Je suis originaire de Segré, une petite ville dans le Maine-et-Loire. Je commence toujours par là parce que même si je suis très concentrée sur l'avenir et je dessine très souvent mes rêves et ma vision, je suis aussi très ancrée sur d'où je viens. Et cette manière de grandir dans la campagne, pas loin de la nature, de pouvoir aller à la ferme, parce que mes grands-parents étaient paysans, mes parents sont profs, donc j'ai une grosse partie de ma famille dans l'enseignement, donc il y a un côté de transmission qui est vraiment dans mon ADN. Qui fait que moi, j'étais très engagée depuis que je suis très jeune. C'est un peu le sens de ma vie depuis que j'ai l'âge de m'engager. Que ce soit dans mon club de handball où j'étais arbitre, où je pouvais accompagner des jeunes, ou que ce soit dans mon lycée où j'étais à la maison des lycéens pour organiser le premier bal de promo des terminales. J'étais aussi jeune conseillère municipale des jeunes pour organiser des cinémas plein air dans ma ville. Donc en fait, pour moi, l'engagement pour les citoyens, c'était vraiment évident. Et donc, vers, 15, 16, 17 ans, je me dis, comment je fais en sorte que cette passion que j'ai, je puisse en faire une carrière. Et un ami de mon père me parle de Sciences Po, que je ne connaissais pas. Et quand je découvre l'école, je me dis, c'est ça ou rien. Et je bosse de ouf. Je me fais un petit programme, une petite prépa toute seule. Tous les samedis, je me prépare aux concours oraux et écrits. Et je suis très soutenue par les gens dans ma classe et mes profs et mes parents. Et je fais les concours et je suis prise. Et je quitte ma petite ville où j'étais quelqu'un pour arriver à Paname où je suis personne. Et ça, c'est un peu violent. À 18 ans. Et à 18 ans, ouais. Et j'arrive dans ma petite chambre de bonne à l'école militaire et une nouvelle vie commence pour moi. Et tout est à écrire. Je suis dans une ville qui me fait rêver, Paris. Je sens que tout est possible ici. Et je continue quand même à m'engager associativement à Sciences Po, notamment dans le sport. Ouais. Et après, je décide de partir aux États-Unis. Donc là, c'est un peu la vida loca. Je vais en Floride. Là, c'est quoi ? C'est 2013, 2014 ? C'est il y a 10 ans, 2014. Ouais. Ouais.
Mais le climat, ça n'existait pas en fait à ce C'est moment-là. pas un sujet pour moi en tout cas, même si dans ma famille on est l'écologie du bon sens quoi, genre qui trie et qui fait pas trop de déchets et qui achète local. Mais non, c'était pas mon sujet. Je suis arrivée là-bas, j'ai mangé tout ce que je pouvais manger. J'ai pris énormément de poids. J'ai fait une croisière aux Bahamas. J'ai fait tout ce qu'on pouvait cocher quand on fait une année aux États-Unis. Et assez vite, au bout de premier semestre, j'étais en mode waouh, c'est pas moi. Et donc voilà, je rentre en France, je décide de faire un master communication parce que j'ai eu un cours de Media Studies qui m'a passionnée, où le prof m'a vraiment fait comprendre que les médias dessinaient le monde. Et je me suis dit, moi qui ai envie de contribuer à dessiner ce monde plus durable et plus solidaire et plus juste, il faut que je aille travailler dans les médias et dans la com. Et du coup, et voilà, Master Com. Et après, premier stage à impact dans une organisation qui s'appelle La Ruche qui dit oui, où je me suis mise à distribuer des produits locaux à Angers. Et je suis revenue à Angers. Et là, c'était un peu le début de mon déclic sur ma carrière devra accélérer la transition écologique. Il n'y a pas d'autre monde que celui-là. Ok, tu as l'impression que ton déclic, il est plus arrivé aux États-Unis et du coup, c'est quelque chose qui t'a tiraillé, où tu te dis il faut que je revienne, et du coup la retour aux racines de nouveau Angers-Segré, ou est-ce que c'est quelque chose qui est devenu qui était un peu plus linéaire, tu t'es donné des objectifs mais avec un engagement à long terme où tu te dis ok, j'ai tant de temps pour essayer de faire ce que je m'étais dit que je faisais à 15 ou 16 ou 17 ans. Aujourd'hui, j'ai cette stratégie-là beaucoup, de savoir où est-ce que je veux aller dans ma vie et qu'est-ce que je mets en place pour y aller. À l'époque, pas du tout, c'était très intuitif. J'étais hyper opportuniste et je le suis encore. Il se passe un truc, il y a une rencontre, hop. Et donc typiquement j'avais un cours sur à l'époque c'était la civic tech, donc c'était comment le digital peut favoriser la citoyenneté et l'expression de la démocratie. Exactement. Souvent, Axel Dechaise de Make.org vient, je découvre l'écosystème de la civic tech, démocratie ouverte, etc. Je tombe sur Le Dranche, qui était un média qui proposait du pour et du contre pour chaque sujet traité. J'écris au culot au fondateur du média. Je leur dis, les gars, j'ai 2 mois de vacances entre mon semestre 1 et mon semestre 2 pendant mon master com. Est-ce que vous voulez bien me prendre en stage ? Ils me disent oui. Et ils sont à ce moment-là incubés à Make Sense. Et à côté de moi, en train d'appeler toutes les boulangeries de Paris, il y a Lucie Bache et son équipe de 6 personnes à l'époque. Et là, je tombe dans la marmite de l'entrepreneuriat à impact. Et je suis absolument bouleversée par tous ces gens qui créent une économie alternative. Et c'est là que je me dis, moi qui viens de vivre cette expérience à l'international, ces États-Unis un peu zinzin qui ne me correspondaient pas, j'ai besoin de revenir un peu aux bases. Et là, je décide de faire une césure à Angers contre toute attente. Et ouais, ça a été ça, ma stratégie. Ça a été vraiment m'écouter, en fait. Ok, hyper intéressant. Lucie Bache, j'ai l'impression qu'on en parle tout le temps. On en parlait dans l'épisode ce matin. J'ai enregistré avec elle le mois dernier. On parle de Popin, sa nouvelle application sur l'économie de la fonctionnalité. Elle préface mon livre aussi parce que du coup... Et c'est vrai qu'elle préface ton livre. Ça fait vraiment partie des premières femmes entrepreneuses qui m'ont hyper inspirée. Enfin, je me suis dit, waouh, cette confiance en elle qu'elle a, cette capacité à la fois être engagée et en même temps faire du business. Je connaissais peu de femmes qui faisaient ça. Et dans mes cours d'entrepreneuriat à Sciences Po, il n'y avait que des hommes sur les photos, les slides et PowerPoint. Et du coup, elle a vraiment suivi mon engagement depuis cette époque-là. Elle a toujours répondu quand j'avais des petites questions à lui poser. Du coup, c'était cool qu'elle fasse la préface de mon livre. Ouais, c'est trop bien. Et le deuxième point, c'est le mot zinzin. Je ne sais pas pourquoi tout le monde l'utilise en ce moment. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il est arrivé en top trend depuis quelques mois et je ne sais pas d'où ça vient. Je sais pas, mais j'adore. C'est zinzinerie aussi, j'adore. Ok, celui-là, je l'avais pas, mais très intéressant. Bah, si vous avez des idées de pourquoi, d'où est-ce que ça sort ? Est-ce que ça vient de YouTube, des YouTubeurs qui l'utilisent beaucoup et qui, du coup, ça ressort. Mais c'est très drôle parce que j'ai l'impression que depuis 1 mois et demi, j'entends zinzin 3 fois par jour, alors qu'avant, pas du tout. Ah, c'est juste un biais cognitif. C'est juste que tu l'as découvert. Peut-être que maintenant que je sais... Ça fait 10 ans qu'on dit zinzin, Xavier. Il faut se mettre à la page. Toi, tu t'es lancé directement avec des jobs assez engagés. Et quand je dis engagé, c'est en plus engagé plutôt pour en mode
écologie en mode collectif, en mode social, et pas tu t'es engagé en mode t'as mis tout ton être dedans. Et d'ailleurs, c'est probablement ce que tu as fait aussi dans les jobs que tu as pris. Pourquoi est-ce que tu n'as pas suivi le parcours classique Sciences Po, puisque tu as tant aimé Sciences Po? On s'attend souvent à une sortie en école d'affaires publiques, en consulting. Pourquoi est-ce que toi, tu n'avais pas décidé d'aller mettre ton engagement dans ces boîtes-là? Bah, c'est vrai que moi, c'était en 2018-2019 que j'ai diplômé. Donc, c'était quand même l'époque pour un réveil écologique, du manifeste étudiant pour un réveil écologique. C'était les marches pour le climat du vendredi. C'était Greta Thunberg. Donc, il y avait un mouvement quand même qui me faisait dire que j'étais pas si folle de vouloir avoir ce genre de métier. Pour autant, dans mon master et dans mes copains, j'étais un peu la seule quand même à vouloir travailler pour l'écologie. Donc, c'est vrai que... Mais je sais pas pourquoi ça me gênait pas. En fait, je sais pas, je pense que j'ai la chance de pouvoir être très connectée à mes émotions et à mes intuitions. Et du coup, j'arrive même pas à répondre à ta question tellement je me la posais pas. En fait, mon obsession depuis le début, en gros, c'est l'ikigai. Le jour où j'ai découvert le concept de l'ikigai, j'ai compris ce que je cherchais dans ma vie. Moi, je cherche à être moi-même. Je cherche à être moi-même et à être utile. Ça, c'est mes deux drivers dans ma vie. Et du coup, quand tu découvres l'ikigai... Pour reprendre l'ikigai, donc c'est 5 points, c'est ça, qui te permettent de trouver ton besoin profond dans ta vie, c'est ça? En fait, l'ikigai, c'est une boussole de 4 grandes bulles qui sont 1, où est-ce que je suis excellent? 2, qu'est-ce que j'adore faire? 3, de quoi le monde a-t-il besoin? 4, pourquoi est-ce que je peux être payée? Et j'ai découvert ce concept, je pense, dans ces années-là, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, à chaque fois que j'ai une opportunité, est-ce qu'elle coche, ces 4 bulles-là, et si oui, j'y vais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pris les opportunités les unes après les autres. J'ai candidaté à des trucs, j'ai été prise. Change Now, par exemple, je suis revenue de mon année de césure. Je pouvais pas ne pas travailler. Je venais de bosser pendant 1 an. C'était hyper dur pour moi de revenir sur les bancs de l'école sans avoir de job. Donc, j'ai cherché un job à mi-temps. J'ai posté un truc sur LinkedIn. J'ai été recrutée à Change Now, qui était quand même un énorme truc. Et moi, j'étais un petit piou-piou. Et hyper vite, je suis devenue la Respocom. J'avais même pas fini mes études. Donc, j'étais déjà la Respocom d'un événement qui aura lieu au Grand Palais. Donc, tu vois, en fait, tout est venu. Et qui, entre-temps, est devenu le premier événement mondial sur les solutions climatiques. Et tout est venu, mais c'était un peu une de mes croyances, parce que c'était en alignement. En fait, à chaque fois que je faisais un pas plus proche de moi et de ce dont le monde a besoin, alors la suite arrivait. Et après, j'ai un peu entretenu cette philosophie. Et c'est comme ça que j'ai laissé toutes les idées venir à moi, et que celles qui faisaient du sens pour moi et pour les autres, je les activais. Ouais, donc en fait, t'as même pas imaginé travailler sur autre chose. Non. C'est quoi l'origine des pépites vertes, alors? Et du coup, on continue, on est à Change Now. Ça fait 3 ans que je suis en poste avec cette super équipe. Je commence déjà quand même à me dire, ça me démange d'encore aller voir ailleurs, parce que j'avais fait le Dranche, après j'ai fait La Ruche qui dit oui, après j'ai fait Cocycler, valoriser les biodéchets en compost, après j'ai fait Change Now. En parallèle, en général, j'étais bénévole. Et là, du coup, ça faisait quand même 3 ans que je faisais la même chose, donc ça me démangeait d'aller trouver d'autres expériences, apprendre ailleurs. Mais en même temps, je n'avais pas d'idée. Donc, le confinement arrive. On est mis au chômage partiel parce qu'on est un événement et donc forcément, ça réduit le travail. Et c'est à ce moment-là que je reçois vraiment des dizaines de messages d'étudiants qui me disent « Toi, tu as bossé dans l'alimentation, tu as bossé dans l'économie circulaire, tu as bossé dans l'événementiel. Comment tu as fait ?» Là, en fait, un peu la même question que toi. Pourquoi tu as fait ça et surtout, comment tu as fait? Qu'est-ce que moi, je dois faire? Et ils me demandent plus que tout. Comment est-ce que ces étudiants, ils te connaissent? Parce que ça vient d'où? je publiais Pourquoi? déjà sur LinkedIn un petit peu et sur Facebook à l'époque. Ok. Et ouais. Et du coup, je racontais, tu vois, par exemple, je disais tiens, le Dranche est partenaire média de Change Now. Et je faisais un post. Et du coup, les gens, ils étaient en mode c'est marrant, pourquoi elle raconte sa vie au travail, etc. C'est un peu le début de l'influence métier, quoi. Ouais. Et donc, beaucoup m'écrivaient, beaucoup de gens de Sciences Po. Et je les coachais et je leur disais, mais ayez confiance en vous, pimpez votre CV. En fait, tout ce que je mets dans mon livre, je le disais à l'époque en visio. Et je sais pas, ça a commencé à me démanger trop fort. Je me suis dit, mais et si j'avais une manière de passer à l'échelle mon accompagnement et mon aide, qu'est-ce que ce serait? Tiens, du média, tiens, du contenu. Et donc, le confinement se termine, je me décide de partir 1 mois toute seule en sac à dos avec un carnet pour trouver le concept, rencontrer des gens, parler, écrire, lire et faire des randos.
Et ça n'a pas manqué. Hein. Au bout d'un mois, j'avais tout le concept. J'avais même le nom, Les Pépites Vertes. Et en septembre 2020, je lance la chaîne YouTube avec des vidéos affreuses qu'il ne faut pas les regarder parce qu'elles sont vraiment très vieilles et très mal tournées. J'en ai vu quelques-unes pour la préparation de cet épisode, je ne vais pas te mentir. Mais on s'en fout parce qu'il fallait se lancer, en fait. Il fallait juste faire. Et puis après, au bout de 5 ans, évidemment, tu deviens meilleur en audiovisuel. Ouais, ça dépend qui. Toutes les vidéos ne sont toujours pas parfaites sur The Big Shift, je vais pas te mentir non plus. Mais oui, je vois très bien. Et puis on s'est lancé à peu près en même temps du coup, parce que toi tu t'es lancé septembre 2020. Moi j'ai lancé Echoes juin 2020. On a eu les premiers clients autour de septembre-octobre. Et The Big Shift, on l'a lancé en avril ou en mai 2021. Okay. Donc on est quasiment contemporain de lancement de projet. Trop cool. Tu t'es lancée toute seule en mode système D alors que ta plus grosse envie c'est de travailler en collectif. Pourquoi est-ce que du coup tu as fait ce choix-là ? En fait, il y a plein de choses à l'intérieur de moi maintenant que je me connais bien, j'ai presque 30 ans. J'ai plein de parties. J'ai une partie très ambitieuse, très guerrière, très fonceuse, très tout seul on va plus vite, vraiment. Et j'ai une partie ensemble on va plus loin où j'ai toujours besoin d'être en lien et en collectif. Et du coup, mon dilemme dans ma vie, ça a été de mois après mois trouver l'équilibre entre Claire qui a besoin d'aller très 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 vite parce que sinon il y a une partie d'elle qui est pas satisfaite, et Claire qui a besoin d'être en lien et en collectif. Et du coup, au tout début, j'avais besoin d'aller vite. Donc au tout début, c'était sortir, trouver des micros sur le bon coin, piquer l'appareil photo de ma mère et supprimer sa carte SD avec la photo de toute son école et qu'elle soit pas très contente. Enfin, c'était ça au tout début, c'était vraiment faire toute seule. Et ensuite, assez vite, je me suis dit, ça va passer vite, il faut qu'on crée plus de contenu. Et si on faisait un formulaire Google où les gens nous racontaient leur métier dans le formulaire et je le transformais sur WordPress en un article. Je relis juste les fautes et bim, en faisant une bonne campagne de recrutement de témoignages, j'ai 30 semaines d'avance parce que j'ai 30 personnes qui m'ont raconté leur métier. Et du coup, là, je commence à me dire, je pourrais pas faire ça toute seule. Donc là, je commence pour la première fois à demander à des gens de Sciences Po s'ils veulent bien m'aider à organiser ce petit processus de collecte des témoignages et de publication. Et donc, au tout début, je suis encore à Change Now et j'ai en parallèle, du coup, une mini-équipe bénévole sur les pépites vertes. Sauf que je décide de quitter Change Now pour me mettre à plein temps. Et là, ça remarche plus. Parce que moi, je suis à plein temps sur les pépites vertes. Et puis, les gens bénévoles, ils sont bénévoles. Donc, ils ont 2 heures par semaine. Ouais. Donc là, je me redis, c'est fini. Je peux plus travailler en collectif avec des bénévoles. Je retourne à plein temps. Et ça a été comme ça tout le temps, jusqu'à pouvoir recruter une stagiaire, Maëlys, créer mon entreprise et sortir de cette dynamique bénévole. Et recruter mes premiers alternants, des freelances, etc. et reconstruire un projet du coup collaboratif. Et puis à nouveau, en 2024, l'année dernière, j'arrivais plus à gérer ces collectifs et ces gens. Et c'était pas le bon modèle éco, c'était pas les bons contrats. Et j'étais pas dans la bonne place à l'intérieur de moi. Donc je me suis séparée de l'équipe. J'ai pris 6 mois pour tout restructurer. Puis j'ai recruté de freelance, et en parallèle, du coup, j'ai décidé de lancer un projet 100% collectif et 100% bénévole pour fédérer le réseau des pépites vertes, et ça s'appelle le Club des Pépites, et c'est un réseau national pour fédérer les jeunes de la transition écologique, tandis que dans mon entreprise Les Pépites Vertes, je continue à créer des vidéos, créer du contenu, créer des conférences avec des clients et des partenaires sur les métiers de la transition écologique. Donc en fait, parce que ces 2 parties de moi avaient un peu du mal à cohabiter, j'ai fini par séparer les structures juridiques en fait. Donc les pépites vertes, maintenant, t'es toute seule. Ouais. Donc c'est la pépite verte. Ouais, c'est ça. La pépite qui met en lumière les pépites. Ok. Et le club des pépites, du coup, c'est les fameux pépites que toi, tu veux mettre en avant. Et là, on s'est mis à 15 pour cofonder l'asso et on est 7 dans le bureau. Ok. Beaucoup de questions. Très compliqué, je le sais, de se séparer d'une équipe. En plus, quand on est engagé, qu'on a envie socialement d'avoir... je sais très bien que c'est très, très difficile de se dire j'ai failli à ma mission sociale, en plus de trouver des difficultés de sens dans mon modèle écologique, mon modèle économique. Comment est-ce que tu as fait pour ça ? D'abord, c'était quoi ton premier modèle quand tu t'es mis à plein temps sur les pépites vertes et comment est-ce que tu as vécu du coup ce premier pivot en fait qui t'a amené plutôt tu l'avais présenté comme un échec sur LinkedIn. Oui. Tu fais aussi partie des rares créateurs qui font du building public, donc c'est-à-dire qui racontent leur vie entrepreneur
sur LinkedIn et qui montrent vraiment pour le coup les côtés plus compliqués. Les coulisses, ouais. Et du coup, ça j'apprécie beaucoup. Et je sais que c'est encore plus dur quand on a ce concept de pureté militante qui nous colle à la peau quand en plus on est sur de la transition écologique et que les gens qui nous font le plus de remarques compliquées, désagréables, difficiles à prendre sont les gens qui sont censés être de notre côté. Bien sûr. Et Sinon, c'est pas parce drôle. parce qu'en fait il manque de cette exemplarité selon eux et du coup je trouve ça très très fort de prendre cette position qui est difficile à prendre. Ouais, Mais je voulais savoir aussi. comment t'avais vécu du coup ce premier revirement. Si on revient du coup en 2021-2022, donc Maëlys, ma première stagiaire, arrive, puis il y en a d'autres, et donc on commence à structurer une entreprise qui consiste à vendre des conférences sur la transition écologique animées par moi et des vidéos, puisque la première personne qui est venue me voir pour me dire est-ce qu'on peut travailler avec toi, c'était une entreprise qui voulait faire des vidéos, c'était Nestlé. Est-ce qu'on peut faire une vidéo sur les métiers de la transition écologique avec Nestlé? Et donc, très vite, je me suis dit, oh waouh, mon modèle éco, ça va être vendre des vidéos à des grandes entreprises sur les métiers de la transition écologique. Je sais pas faire ça. Déjà, je sais pas vendre. Donc, du coup, j'ai dû tout improviser. J'ai dû me dire, OK, je prends le travail avec les entreprises. À quelles conditions? Je suis influenceuse green. À quelles conditions? Qu'est-ce que je mets en lumière? Et comment je m'assure d'éviter le greenwashing? C'était quand même pas évident. Et en même temps, j'avais mon équipe qui animait les réseaux sociaux et la communauté, puisqu'au tout début, j'avais décidé de fédérer le réseau dans mon entreprise. Donc, tu vois, j'avais plusieurs activités. J'étais une agence, une créatrice de contenu et un réseau. Et donc, il fallait payer tout le monde. Et donc, au bout d'un moment, tu es un peu en mode, j'ai des clients, je délivre. J'ai des clients, je délivre. Je peux être dans toute la France, faire nanani. Je vais avec la Fondation Good Planet faire le tour de la France. Je vais avec l'ADEME faire le tour de France. C'était des trop beaux partenaires que j'avais, mais genre, mon corps était jamais ancré, je n'étais jamais chez moi. Mais je le faisais parce qu'il fallait, 1, remplir la mission, 2, ramener du cash. Ouais. Donc, voilà. Et donc, l'année dernière, je fais 2 insomnies de suite et je me dis, mais je suis malheureuse. Vraiment, ça m'est venu d'un coup. Je suis en mode, mais si je dors mal et si j'ai aussi mal au ventre, c'est parce que je suis malheureuse. Je n'aime pas ma vie. Je parle à tout le monde de métiers alignés pour la planète et je suis pas du tout au bon endroit. Et là, tu te prends ça et t'es en mode « Et merde !» Et tu fais une petite pause et tu te dis « Mais attendez, avoir un bureau, créer de l'emploi, peut-être lever des fonds, en fait, ça n'a jamais été mes idées. Ce n'est pas mes rêves. » Et là, tu regardes et tu dis « Oh, oups, je suis pas dans mon train. Je suis dans le train de mes potes qui sont entrepreneurs, que j'ai suivi leur regard, mais c'est pas mon train. » Et donc là, tu descends, tu parles avec ton cœur à des collaboratrices, tu dis « Les filles, je me suis trompée. Vraiment, je n'y arrive pas là. Vraiment, ça marche pas. » Et comme tu as de la chance, et je peux reprendre le jeu au lieu de dire du tu, comme j'ai de la chance, j'avais quand même recruté des belles personnes qui m'ont dit en vrai, on est entrepreneuse dans l'âme à tes côtés. Donc, on va trouver des solutions pour que ça se termine bien. Et à la suite de ça, j'ai travaillé en freelance avec chacune d'elles. Et moi, j'ai repris confiance en moi. Elle tombait des nues un peu ou... Non. Parce que quand tu t'engages et que tu espères bosser en tant qu'employé dans une start-up qui se lance, tu sais que tu signes pour du challenge permanent. Et donc elles ont été très déçues. On a toutes été très déçus parce qu'on s'était fait des plans, de la strat et tout. Et en même temps, OK, si ça arrive, c'est que quelque chose de nouveau s'ouvre devant moi. Mais parce qu'on était toutes matures émotionnellement pour gérer ça. Ouais. Vraiment des périodes compliquées à gérer, je pense. C'est horrible. Au niveau humain. Le nom Les Pépites Vertes, il vient d'où? À partir du moment où tu as lancé ce truc-là, tu me dis le nom est venu un peu tout seul en te baladant en rando pendant 1 mois et demi. D'où il vient? Ça vient juste du fond de toi? Est-ce que tu avais créé quelque chose avant qui te faisait penser à ça? Est-ce qu'il y a un truc un peu privé qui vient de là? Dans mon carnet, j'avais décidé qu'il y avait 3 pôles. Je voulais un nom qui dise les gens, les humains, nous, tu vois, les talents. Donc, il y avait talent qui tournait pas mal. Il y avait écologie, planète. Et je voulais un truc
cool kid. Il y avait aussi pétillant, pop culture, etc. Et donc, j'avais ces 3 cercles et je passais mes journées à écrire des mots. À un moment, pépite arrive. Parce qu'on disait, à Change Now, on disait tout le temps, ah non, mais lui, c'est vraiment une pépite. Elle, c'est une pépite et tout. Donc, ça voulait dire talent de ouf, quoi. Ouais. Et là, je fais pépite vert. Oh, waouh. Et là, je suis en mode, oh my God, c'est trop stylé. Et en fait, à partir de là, je pouvais plus revenir en arrière. C'était sûr que c'était les pépites vertes. Trop cool. Moi, je déteste The Big Shift. C'est nom. vrai? Ouais. Merde. J'aurais dû passer un peu plus de temps à faire mes cercles. Je pense au moment où j'ai créé pris du temps. C'est comme ça. Maintenant, ça m'a pas desservi, hein, parce que du coup, en plus, c'est lié dans le nom. Les gens pensent que parfois c'est lié au Shift Project. Et du coup, de fait, j'en ai un peu bénéficié au démarrage du podcast. Le fait est que quand j'ai commencé le podcast, je connaissais pas The Shift Project. Okay. De temps en temps, on me dit que j'ai fait exprès, mais bon, non, c'est pas le cas. Et de fait, j'aime pas trop le fait d'avoir un nom anglais, ça n'a pas de sens. Sur un podcast francophone, à mon sens, là, à refaire, je ferais pas la même chose, tu vois. Mais du coup, si vous avez des idées de rebranding, je suis open. En MP. Je suis open. Ok. J'aimerais qu'on reparle un peu de cette perte de sens, alors que tu étais en soi, ce que tu faisais était censé avoir le sens que tu avais décidé. Mais c'est la structure qui allait pas. Comment est-ce que tu gères en fait cette perte de sens, de moyens? Je pense que ça fait partie de l'épuisement militant, qui est de se dire, en fait, je suis censé être heureux dans ce que je fais parce que je fais ce que j'avais imaginé que je devais faire, c'est-à-dire vendre des meilleurs imaginaires, rendre la transition écologique souhaitable, parce que et du coup, comment est-ce que tu fais pour accepter qu'en fait, malgré le fait que tu as un travail qui a du sens, que c'est pas le sens que toi tu voulais lui donner, et réussir à comprendre ce truc-là et te dire, ok, peut-être que je me suis trompé. C'était quoi comment est-ce que tu as fait pour te rendre compte de ça? Hormis l'insomnie désagréable, qui est plutôt un symptôme que la root cause. Non, oui, tout ça, c'est que des symptômes. Mais ce sont les symptômes qui t'aident à identifier les problèmes. Donc le corps, pour le coup, vient toujours nous dire avant la tête. Et il a toujours raison. Et il faut toujours l'écouter. Pour autant, d'où ça vient? Alors, ce qui est intéressant, ce que j'aime quand je regarde quand même les 5 dernières années d'entrepreneuriat, c'est que j'ai jamais lâché mon cap et ma mission. À savoir, moi, je veux aider les jeunes à bosser pour la transition écologique parce que je crois que les jeunes peuvent faire partie de la solution intergénérationnelle qui va nous faire changer de système, tu vois. Donc, ça, c'est cool parce que pendant 5 ans, j'ai beau avoir eu 1000 idées, 1000 projets, un podcast, une conf, un machin, j'ai toujours gardé ça. Donc, pour le coup, tant mieux, j'ai pas été désaligné. Et c'est peut-être ça en fait la question. Alors, je pense que je l'ai mal posé, mais je pense que le truc, c'est comment est-ce que tu fais pour savoir que finalement, c'est pas la mission quand tu as cette boule au ventre, comment est-ce que tu sais que finalement la mission, c'est toujours le bon sens, mais que c'est le format qui est pas le bon sens pour toi? Oui, et alors ça, donc j'ai lu beaucoup sur l'épuisement et le burn-out militant pour écrire un chapitre de mon livre. J'ai regardé dans mon expérience personnelle et dans celle de toutes les pépites, parce que on va pas se mentir. Chaque année, j'avais au moins 3-4 personnes qui me parlaient d'épuisement militant. Et donc, il y a plusieurs causes, racines. Et la première, c'est ce surengagement, cette surresponsabilisation. Tout à l'heure, j'ai fait un post en disant « Comment voulez-vous que je m'arrête alors que j'ai le monde à sauver ?» C'était une blague, évidemment. Il y a quelqu'un qui a commenté en disant « Tu vas pas sauver le monde. » Effectivement, c'était une plaisanterie. Genre, je ne vais pas sauver le monde, ça y est. Et une fois que t'as compris, ta vie commence. Hein. Donc, à se déresponsabiliser, de se désurcharger émotionnellement, mentalement, le monde va mal. Oui, on va s'y mettre ensemble. 2, ne pas voir l'impact. Travailler des heures, faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir du mal à mesurer au quotidien l'impact. Et ça, c'est dur quand on est dans la création de récits et dans le service et dans le lien humain. Parce que quand tu vends des produits, quand tu interviews Jean Moreau sur Phoenix, en fait, il sait te dire X tonnes de déchets évités. Et Très bon exemple parce qu'il est passé sur le podcast. Ouais, voilà. Et moi, c'est dur. Je peux te dire X personnes passées dans mon programme d'accompagnement, mais combien de vies j'ai changé, je sais pas. Il y en a plein qui me disent pas, en fait. Et donc, tu fais, et tu ne mesures pas. Et t'es en mode, oh, waouh, c'est hyper dur. Donc ça, il y a une personne qui témoigne dans mon livre et qui dit, j'étais à la RSE et je m'engageais, je n'arrêtais jamais de m'engager. Et en même temps, tout ce que je faisais, je n'arrivais pas à mesurer l'impact dans la stratégie de l'entreprise. Et donc, j'avais beau tous les jours faire quelque chose pour que l'entreprise soit mieux, comme je voyais pas l'effet, ça crée à l'intérieur de moi une espèce de
de perte de sens. Mm. Et il y a un bout de toi qui dit, mais attends, mais ma grande, mais pourquoi tu fais tout ça, en fait? Ça sert à rien. Et là, bim, tu commences à vriller. Et là, t'es, de toute façon, ça sert à rien. Tout ce que je fais, c'est nul. Et là, c'est un peu parti en cacahuète. Et du coup, j'ai beaucoup lu, et c'est Fabrice Midal qui dit, c'est pas tant la dose de taf. Parce que, regarde les athlètes de haut niveau, ils taffent de ouf, mais il y a tellement de sens dans leur travail. C'est pas ça. Ou les artistes. Les artistes, ils travaillent énormément, mais c'est pas tant ça. C'est quand il y a un désalignement entre la dose de taf et le pourquoi on fait et quel résultat. Et là, bim, ça fait partir en live. Ouais. Et ben, j'en parlais ce matin avec Guillaume, du coup, de Lumi, et qui me disait, en fait, une des difficultés, c'est la quantité de travail versus le salaire que je peux en tirer derrière, et qui rend la chose très très difficile, alors que pourtant ce qu'il fait c'est ce qu'il aime. Et en fait oui, quand tu vois, et quand je fais The Big Shift et qu'à côté j'ai tous mes copains d'école de commerce qui sont dans des grands groupes et qui gagnent 3, 4, 5 fois plus, évidemment tu te dis pourquoi est-ce que je fais tout ça, quoi. Et tu te dis, attends, mais qui suis-je pour penser à l'argent? C'est horrible que je raisonne comme ça. C'est vrai que je fais pas ça pour le salaire. Et en fait, il y a 1000 trucs, 1000 injonctions contradictoires, et t'es en mode, mais est-ce que je peux juste souffler un peu? Et oui, j'ai envie de gagner de l'argent, pardon. Enfin, je vis à Paris, c'est hyper cher. Oui, j'ai envie d'avoir de l'impact et de le mesurer. Oui, j'ai envie de pas faire que travailler. Est-ce que c'est possible? Oui, non, tu vois. Enfin, on a tellement de pression dans l'écosystème pur, militant, écolo, que c'est quand même pas facile tous les jours. Et de fait, je pense que les personnes que je vois le moins s'arrêter et être le plus partout, c'est toutes les personnes qui sont passées sur The Big Shift. Ouais. Je pense qu'avec masterclass de la part de Claire Nouvian, qui a enregistré avec moi un samedi après-midi, elle avait 4 événements prévus dans la journée. Oh, wow. Et tu te dis, non, c'est pas possible. Non, moi je fais pas ça. Je fais plus ça. Non, là on a dit de toute façon d'enregistrer jusqu'à 20h. C'est ça. T'as toute l'après-midi devant toi. Tout à fait. J'aimerais qu'on parle un peu de ton bouquin, du coup, c'est une bonne transition. Parce que justement, en ayant vécu tout ça, tu as décidé d'écrire ce livre pour donner des pistes de réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour trouver un métier qui a du sens. Ça veut dire quoi avoir du sens pour soi? Et c'est un bouquin qui est à la limite entre le cas pratique, parce que du coup, tu as les fameuses 30 personnes que tu as interviewées qui ont pu aussi donner leur avis sur leur job et le sens qu'ils lui donnent. C'est à la fois un carnet de voyage, parce qu'on peut écrire soi-même les réflexions sur lesquelles toi tu nous pousses à réfléchir. Plus en même temps le fil rouge de toi, ce que tu as trouvé, ce que tu as construit. Et du coup, j'aimerais que tu m'en parles un peu plus et que tu me dises pourquoi est-ce que tu as décidé, pourquoi tu t'es dit qu'il manquait en fait une pierre à l'édifice sur ce sujet. Moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Ça faisait vraiment partie de mes rêves de petite fille. J'écris tous les jours. Je fais du, entre guillemets, journaling. Ça consiste à écrire tous les soirs mes émotions, ce que j'ai appris, compris. Et surtout, tous les ans et tous les 2-3 mois, je me pose les questions de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes objectifs. Et je sais que ça me structure et que ça m'aide à aller aussi loin où je veux. Je sais que c'est un outil d'auto-coaching qui m'aide. Et du coup, j'ai toujours eu un peu le rêve de le mettre à disposition d'autres personnes. Et quand je me suis lancée en 2020, j'ai commencé par un article qui s'appelle 17 questions à se poser pour trouver un job aligné avec ses valeurs, qui a été tout de suite repris par les EcoStart, par LinkedIn Actualité, etc. Parce que les gens cherchaient des outils en fait d'introspection simples, accessibles. Donc ce livre, il était obligé pour moi d'avoir toute une partie où les gens en font un carnet, un doudou, un truc où tu écris dedans et tu passes du temps avec toi-même. Des témoignages, pourquoi? Parce que quand mon éditrice m'a dit ce serait chouette que tu écrives ce livre, j'ai dit ok, à une seule condition, c'est qu'il soit collectif. Et donc j'ai invité une de mes meilleures amies, Julie, qui est psychologue, à venir faire tout plein d'apports sur les émotions, la peur, comment dépasser, etc. J'ai invité des gens qui peuvent parler de c'est quoi être agricultrice, c'est quoi être consultant, c'est quoi être animateur pour la nature et préservation de la biodiversité. Enfin, vraiment, j'avais à cœur de montrer que c'était partout que les métiers de la transition écologique existaient et que pour que chacun arrive à se projeter dans une ou deux des histoires, quoi, et à se reconnaître, s'identifier. Et puis un peu de storytelling, oui, parce que j'aime bien raconter des histoires, embarquer, faire de la narration, mettre des blagues, des citations, des chansons. Donc, c'était un peu beaucoup de moi dans un seul bouquin.
Et c'est pas évident de sortir des livres en 2025 parce qu'il y a des études qui viennent de sortir qui disent que c'est vraiment en baisse l'achat des livres, encore plus chez les jeunes. Donc, je crois que ça fait aussi partie de mes messages que d'impliquer chacun à se remettre dans le réel, à lire et à écrire et à prendre du temps dans le vrai, à s'introspecter et à s'inspirer parce que c'est peut-être déjà un truc de vieille conne de dire ça ou de boumeuse, mais je crois que c'est important le papier. Non, je pense pas, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Tu vois, tu me parles de Jourlani, qu'est-ce que ça t'apporte, je veux dire concrètement, de mettre ça sur papier tous les jours? Ma théorie, c'est que ce qui n'est pas écrit ne peut pas exister. Ce qui n'est pas déposé ne peut pas avoir lieu dans le réel derrière. Donc, ce que ça m'apporte, c'est que ça m'apporte, 1, de comprendre hier, et 2, de dessiner demain. Donc, 1, comprendre hier, très bien, j'ai paniqué, quand il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, ok, bienveillance, c'est pas grave, tu feras moins pire la prochaine fois. Demain, comment tu feras quand la situation arrivera à nouveau? Et du coup, c'est s'accompagner, en fait, que d'écrire tous les jours. Et franchement, toutes les personnes à qui j'ai conseillé de faire ça, qui l'ont fait, m'ont dit que ça avait changé leur vie. Donc, n'hésitez pas si vous nous écoutez. Ouais, moi, je pense que j'écris, mais pas sur moi. Sur, en fait, pour The Big Shift, pour préparer du contenu, pour... Et pourquoi tu n'écris pas sur toi? Manque d'habitude, je pense. Ouais. Et je pense qu'il faut forcer un peu l'habitude. C'est le truc de, au bout de 21 jours, tu as l'habitude. À mon avis, il faut que tu te forces. Tous les soirs, tu écris un truc. Mais c'est vrai que j'ai commencé à le faire. Big up à ma coach. Je suis accompagné depuis 6 mois et ça fait un moment, elle me dit, il faut que tu fasses un peu d'écriture. Elle me parle de manifestation. C'est des sujets sur lesquels je suis un peu moins à l'aise, de manifester les choses dont j'ai envie. Mais du coup, je l'ai fait un peu en début d'année et là, c'est vrai que j'ai arrêté. Je vais me faire flageller. Bon, c'est comme ça. Mais oui, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. À qui il est destiné ce bouquin? Est-ce que c'est plutôt des gens qui essayent de trouver une voie et qui savent pas trop, ou est-ce que c'est plutôt des jeunes qui sont en sortie d'études et qui se demandent si la transition écologique c'est un bon secteur dans lequel aller bosser? Comme tu l'as dit, à un moment, j'ai aucun souci à dire quand je fais des erreurs. Et là, j'en ai fait une sur à qui est destiné ce livre. J'ai surcommuniqué sur le fait qu'il était pour les jeunes diplômés, sortis d'école, étudiants. Ce qui fait que beaucoup de personnes, comme toi ou d'autres copains pépites, l'auraient pas acheté si j'en avais pas plus parlé que ça. Et en fait, il est pour eux, il est pour tout le monde. Enfin, même ma tante, prof de maths, l'a adoré. Même ma maman, instit, l'a adoré. Il est pour tout le monde parce qu'il y a ce côté cadeau d'introspection à soi. Il y a ce côté vulgarisation. C'est quoi les défis de la transition écologique? Est-ce que tu peux me réexpliquer? Dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, épuisement des ressources, justice sociale. Il y a des fiches, mais vraiment des fiches que tout le monde devrait avoir à dispo tellement c'est simple ce que j'ai écrit. Et du coup, c'est pour tout le monde, mais j'ai foiré en toute transparence. J'ai du mal à le vendre à d'autres personnes qu'à des jeunes pros et à des écoles. Et c'est un peu les boules. C'est une erreur marketing, c'est ma faute. C'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Mais je suis en phase de rattraper le coche en étant invitée dans des super podcasts comme le tien et en remobilisant toutes les personnes qui sont juste concernées par est-ce que je suis au bon endroit? J'ai même des pépites qui ont leur job écolo qui m'ont dit en vrai, c'est vrai qu'avec le titre Je bosse pour la planète, je croyais que c'était pour quelqu'un qui cherche un job, mais en fait, j'ai adoré le relire parce que c'est des questions à se poser tout le temps. Ouais. Et c'est vrai que moi, en le parcourant, il y a des trucs sur lesquels je me suis dit, tiens, en fait, sur The Big Shift, il y a beaucoup qui me disent c'est trop cool ce que tu fais et ça doit être ta passion. Et de fait, j'adore discuter de ces sujets. Et fondamentalement, l'écologie, c'est pas ma passion. C'est parce que ma passion, c'est plutôt de prendre 1h30 pour discuter avec Claire sur le podcast pour que, en fait, il y ait des gens de tous horizons qui viennent m'expliquer, eux, leur expertise, leur champ ou même leur parcours. Et c'est ça, en fait, ma passion, c'est de pouvoir prendre du temps avec ces gens-là pour discuter. Mais c'est pas fondamentalement la transition écologique, ma passion, tu vois. Et je pense que je pourrais lancer des podcasts sur d'autres sujets aussi. Mais du coup, en lisant ce bouquin, ça me fait aussi retravailler le pourquoi est-ce que j'ai lancé un truc sur la transition écologique. Ouais. Et je trouve que c'était vraiment intéressant de revenir à la racine de « Ah oui, en fait, c'est vrai qu'en 2021, je me posais cette question-là et que j'y trouvais pas de réponse. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai fait ça. » Et du coup, je trouve que c'est un enchaînement qui est intéressant, même quand on est censé avoir ce sens-là, ou alors de le revalider ou juste de le remettre en question. De ouf, ça fait du bien des fois de se dire... Ça peut remettre un petit coup dans la redonne un peu machine. Confiance. Ouais.
Ça t'embête pas, on prendra ça clairement en citation hein, pour te dire acheter mon livre. Si tu veux, ça marche. Je rigole. Pas du tout. Je te file les rushs, hein, de toute façon. On regarde la partie financière juste après, en off. Écoute, trop cool. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui se pose la question? On n'a pas trop parlé, on a parlé rapidement de salaire et je trouve que souvent c'est un peu le truc qu'on m'oppose, c'est ouais mais on gagne pas de thunes si on bosse dans l'ESS, l'impact, etc. Et puis il y a des auditeurs qui m'ont dit que j'utilisais le terme ESS un peu à tort, donc je vais faire attention à la façon dont je l'utilise. Mais du coup, comment est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil là-dessus? Eh bien, j'aime bien l'approche du RIB. C'est le revenu induit par mes besoins. Ouais. C'était avec Nico de Jobs That Make Sense qu'on en avait parlé en conférence. Nicolas Vergne, du coup. Nicolas Vergne, tout à fait. Et j'ai été regarder du coup sur Internet qui avait conceptualisé ça et je l'ai mis dans mon livre parce que je trouve que ça aide à se reposer la question de combien on a besoin pour vivre. Et si on a besoin de X parce qu'on vit à Paris et que le loyer est un peu cher et tout, ben c'est OK. Enfin, c'est OK de chercher à avoir plus, en fait. Par contre, si on estime qu'on a besoin de Y juste parce qu'on est sorti d'école et qu'on nous a dit « vous méritez Y », ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, je trouve que partir de ses besoins, c'est bien. Ensuite, partir des capacités des entreprises qu'on a envie de rejoindre et de notre capacité de négocier entre « j'ai besoin de ça, tu peux me donner ça », d'ici à combien de temps on peut parler de négociation salariale, d'ici à combien de temps on peut parler de participation, etc. Enfin, trouver les modèles éco à construire avec les employeurs, moi je trouve ça intéressant aussi d'être dans cette posture-là. Mais enfin, ne pas autoriser l'écosystème à dire qu'au nom du sens, on mérite d'être pas payé. Tu vois. Ça, non. C'est non. Ça, c'est un de existe. Mes chevaux de bataille sur The Big Shift, c'est de dire que il faut qu'il y ait de l'argent dans la transition écologique pour qu'on attire des gens et pour que ça devienne un secteur qui soit attirant aussi. C'est ça. Et en tant que podcasteur, c'est vrai que les marques qui soutiennent des podcasteurs sur la transition écologique ont tendance à les payer moins que des marques qui soutiennent. Et moi, je gravite aussi dans les milieux des podcasts business, immobilier, autres, artistiques, etc. où en fait, les revenus sont supérieurs juste parce que c'est pas l'ESS. Et donc, moi, j'ai milité pour qu'on fasse augmenter avec d'autres podcasteurs écolos, qu'on fasse augmenter nos revenus vis-à-vis de nos sponsors parce que je souhaite on fournit la même valeur à ces entreprises-là qu'aux autres. Et je pense que c'est un des gros sujets. Quoi l'autre conseil que tu pourrais donner pour des gens qui veulent bosser pour la planète? Ce qui m'anime beaucoup en ce moment, je trouve le monde est un peu compliqué en termes de crise sociétale, démocratique, environnementale. L'écologie perd de l'espace dans les organisations, pas dans les citoyens. Enfin, tout le monde reste concerné et conscient. Personne n'a oublié les sujets. Non. Mais on sent qu'on va arriver à être relégué un peu en Ligue 3, là. Et du coup, je trouve que c'est compliqué. Et du coup, mon conseil, ce serait de quand même rester concentré sur le cap du monde dont on rêve collectivement et de se mettre en mouvement vers ce cap. C'est pour moi la seule chose qui compte. Pour sortir de cet état de défiance, de tristesse, de peur, c'est se mettre en mouvement. C'est un premier job. C'est une première étape. Et c'est se dire, ça va prendre 1000 ans de trouver son alignement perso. Moi-même, j'en ai fait même mon métier et je suis déjà en train de me demander suis-je au bon endroit. Donc voilà, ok, c'est normal. Et ça, je trouve ça tellement rassurant de me dire que tu vois, des personnes aussi engagées que toi sont aussi en train de se poser ces questions-là. C'est pas censé vous faire peur, c'est censé vraiment vous dire ok, c'est ok, j'ai le droit d'être à cette étape-là aussi, c'est normal. Et puis même si vous étiez engagé il y a 6 mois et que là vous sentez quelque chose, c'est pas de votre faute non plus. De ouf. Et ça, je trouve ça hyper rassurant de ta part. On a un système à transformer, on a des intériorités et des manières d'être à transformer. Donc c'est un chemin. Donc voilà, c'est ça mon conseil, c'est que profitez du chemin. C'est pas évident, mais mettez-vous en mouvement. Et puis bon, ça c'est hyper bateau, mais ne restez pas seul. Enfin, évidemment, trouvez vos pairs, ceux qui, comme vous, se posent des questions. Créez des petits rendez-vous hebdomadaires de café avec des gens qui cherchent des jobs comme vous. Faites-vous accompagner par l'APEC, qui accompagne super bien les cadres, par Pôle emploi, qui a quand même un bon système de aide à l'insertion pro sur les sujets de transition écologique qui montent en puissance aussi. Donc, faites-vous accompagner. Il y a des gens qui sont là pour ça. Si vous avez les moyens de vous payer des coachs de bilan de compétences, faites l'effort de faire ce bilan de compétences.
Et ouais, garder la foi, c'est dur, mais il faut rester confiant. Comment on fait pour être intégré dans le club des pépites vertes? Ah, eh bien, pour être dans le club des pépites, il faut avoir moins de 35 ans. Il faut Moins de 25 ans? 35. 35, ok. Il faut travailler dans le secteur de la transition écologique et il faut être drôle. Ok, c'est tout. Non, et en vrai, pourquoi on a ces critères qui sont excluants? Et il y a pas mal de gens qui nous les reprochent, notamment sur le moins de 35 ans. C'est parce qu'une communauté et un réseau, il a de la force quand il est bien défini. Et par exemple, la communauté des boulangers et boulangères de France, elle est réservée aux boulangers et boulangères de France. Les communautés de directeurs, directrices RSE, c'est pour les directeurs, directrices RSE. Et donc, ma communauté de jeunes professionnels de la transition écologique, elle concerne les jeunes pros de la transition écologique. Enfin, c'est vraiment... En fait, on nous le reproche juste parce que c'est pour les jeunes. Alors qu'il y a plein d'autres systèmes qui existent et on leur reproche pas. Deuxième chose, moi je crois que structurer une jeunesse professionnelle engagée, ancrée dans les territoires, avec des usages digitaux très forts, donc on a un groupe WhatsApp hyper fort, une animation sur LinkedIn hyper fort, ça permet d'être bien organisé pour être en discussion avec les décideurs et les décideuses. Et donc, en parallèle de cet assaut, moi, je suis au conseil d'administration du Mouvement Impact France, qui est le réseau des patrons-patronnes engagés. Je suis aussi au conseil d'administration de GenAct, qui est le réseau des réseaux des personnes engagées, donc qui est déjà à plus de 1500 personnes, qui fédère les collectifs, qui fédère le Club des Pépites, qui fédère Join Next, etc. Et donc, du coup, je trouve ça bien d'avoir des îlots structurés pour pouvoir faire du partage entre îlots. Et je suis assez confortable avec ça. Et ça m'a pris 5 ans avant d'être à l'aise avec ce truc de j'ai créé Nastéo pour les jeunes. Et maintenant, je comprends vraiment pourquoi j'ai tenu mon cap. Parce que ça crée un collectif qui... Moi, j'aime bien dire qu'il y a une espèce de bulle poreuse. C'est une bulle dans le sens où c'est un espace safe. Et en même temps, on est toujours vigilant à permettre les entrées et sorties des idées et des projets. Vous êtes combien maintenant ? Là, on est 150 et on va être, je sais pas, 300, 400 d'ici la fin de l'année. C'est que des porteurs de projets ou ça peut être aussi juste des salariés qui s'engagent? Beaucoup de salariés. Ouais. C'est des jeunes professionnels dans le sens où ton métier, il accélère la transition écologique, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Donc, on a vraiment C'est-à-dire quoi tout. De l'extérieur? De l'extérieur, ça va être quand tu es entrepreneur, je trouve. Quand tu es entrepreneur, que tu essayes de disrupter, ou des militants. Il y a des militants, des artistes, des activistes... ou quand tu es dans des startups à impact, t'es pas techniquement à l'intérieur, tu vois. C'est quoi le truc que vous offrez le plus à cette communauté ? De l'écoute, malheureusement. Je crois que les gens manquent d'écoute, manquent d'espace de discussion, manquent d'espace de compréhension. Aux pépites, tout est légitime. Toutes tes émotions sont légitimes, tes peurs sont légitimes, tes envies sont légitimes. Et c'est rare des espaces aussi safe, en fait, parce que quand même, dans le monde, les écolos, on reste quand même les marginaux, les chieurs. Et donc, dans notre communauté, on n'est pas chiants. On est juste alignés. Et ouais, le plus gros, c'est quand même ce réseau. Et le deuxième chose, évidemment, c'est des partenariats business, entre guillemets. Déjà hier, par exemple, on avait une réunion. On est allé voir Clément Viktorovitch sur sa dernière pièce de théâtre, sur la rhétorique. Et je pense que c'est notre responsabilité de jeunes professionnels de la transition écologique de monter en compétence sur mieux parler pour mieux embarquer. Donc ça, c'est un truc qu'on peut proposer, par exemple. Et à la suite de ça, il y a un verre. Et direct au verre, il y a des partenariats qui commencent à se faire entre des associations liées à la préservation de la forêt, des personnes qui travaillent dans des organisations qui cherchent des trucs à financer. Bon, voilà. C'est aussi bisbis des jeunes, quoi. C'est à tous les niveaux. Et le mot-clé, c'est le réseau. Écoute, trop cool. Merci pour ces derniers mots de conclusion hyper inspirants. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit que tu voulais qu'on raconte ? Non. Pas obligé. Non, vraiment, juste restons en mouvement. Les années qui arrivent seront difficiles et c'est pas une raison de baisser les bras. Bien au contraire. Gardons le pessimisme pour les jours meilleurs. Oh, ok. C'est de toi ? Non, je sais plus qui a dit ça, mais c'est dans mon livre en tout cas. Ok, vous irez rechercher dans le bouquin de Claire. Trop cool. Merci beaucoup Claire d'être passée dans The Big Shift. C'était très très sympa. Si vous êtes encore là, vous faites partie de nos auditeurs préférés. N'hésitez surtout pas à mettre des étoiles, à mettre des commentaires sur Spotify, sur Apple Podcast, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à nous envoyer des messages sur LinkedIn, sur Instagram. Vous pouvez contacter Claire Claire Léclair sur Instagram, c'est ça ?
les pépites vertes, le club des pépites vertes, LinkedIn, Xavier Seux, Claire Pétro, on est dispo, on peut répondre à vos questions. Claire avec un peu plus de délai, j'ai l'impression en ce moment. Mais sinon, tout le monde répond. Et donc, envoyez-nous des petits messages, que ce soit des messages d'amour, des messages de remarques, des invités que vous voulez qu'on voit sur le podcast, des sujets que vous voulez qu'on traite et qu'on n'a pas encore traités. Si jamais vous pensez qu'on ne l'a pas encore traité, allez quand même regarder sur thebigshift.fr parce qu'il y a 160 épisodes qui sont triés par catégorie. Et si vraiment vous ne voyez pas cet épisode-là, ou alors vous m'envoyez un petit message, ou alors vous me dites j'ai vraiment envie que tu invites cette personne-là. Et là, on s'arrange pour que ce soit le cas. Merci Claire. Merci. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.